Jack, welcome to paradise. Jack. Mardi 5 juin. Vol Los Angeles-Anchorage, 6h du matin. L'arrivée au-dessus d'Anchorage à l'aube me donne des frissons. Les montagnes enneigées à perte de vue d'un côté, la mer sombre de l'autre, et le lever de soleil rouge vif, cette grande ville ne semble pas exister. Cette vision à travers le hublot de l'avion réveille des souvenirs et je ressens cette excitation propre au voyage, malgré une nuit presque blanche. 2 ans plus tôt, nous tombions nez à nez avec une famille d'élans à quelques mètres du tarmac de cet aéroport, avant de nous endormir dans le coffre de notre Pathfinder, face à la mer, sous le bruit incessant des avions au-dessus de nos têtes. Autour de nous, les rires et les cris des jeunes du coin, venus impressionner leurs copines sur ce parking avec leurs bolides en tout genre. À Kodiak, le soleil est couvert par une brume épaisse. À l'aéroport, nous croisons un prisonnier dans sa tenue orange, la barbe aussi noire que ses yeux. Il est immense et pieds et mains liés, il fixe le néant devant lui, 2 gardiens à ses côtés. Il donne froid dans le dos. Nous faisons toutes les courses nécessaires au village, et heureusement pour nous, la vendeuse du Kodiak Marine Supply se fiche que nous n'ayons pas de sécurité sociale américaine et nous donne nos licences de pêche officielles avec un numéro d'assurance falsifié. Nous sortons soulagés du magasin, nos bottes et nos sirènes neuves dans nos sacs. Une voiture de police est arrêtée, une autre surgit avec les sirènes hurlantes, les pompiers les suivent, puis une ambulance. Un corps vient d'être retrouvé dans le port. L'avion qui nous amène à Larsen Bay vole bas à cause des nuages. En chemin, nous apercevons quelques chèvres des montagnes avec leur long pelage blanc et 2 petites cornes pointues. Nous apercevons vite Darren Byler sur la piste d'atterrissage en terre, souriant derrière ses lunettes de soleil noir adossées à son pick-up, dans son éternel blouson Carhartt, son jean délavé et ses bottes extra tough renforcées. Je suis tellement ému de retrouver le père de cette famille si particulière 2 ans après notre première rencontre. Il nous accueille en riant aux éclats, à grands coups de tape dans le dos. Nous nous dirigeons vers le port pour embarquer sur le Boston Whaler, direction Kimberley Cove, à 40 minutes de Larsen Bay. Je suis à l'avant, debout sur nos sacs. J'enfile pour la première fois ma parka et je resserre la capuche pour me protéger de la pluie et des éclats des vagues. Nous filons droit sur l'océan, dans un silence presque solennel. Les retrouvailles avec Kimberly et Jara sont sobres et naturelles. Nous mangeons devant la télévision. C'est le soir de leur émission préférée sur la vie extraterrestre. Quelques questions sur les 2 ans écoulés depuis notre première venue, puis ils nous mettent à jour sur leur grand projet. Le développement de la ferme et de 2 grandes serres sur la propriété. Cette nuit, nous dormirons sur le dock, dans le chenil en bois des bébés Rottweiler entre les caisses des chiens et les sacs de croquettes. Il est trop tard pour planter notre tente et nous tombons de fatigue. C'est assez fort pour nous de rencontrer Kimberly et Darren de nouveau parce qu'on les avait découverts il y a 2 ans pendant notre premier voyage en Alaska. On les avait rencontrés sur internet et puis on avait fini par venir chez eux pour les aider à travailler sur des projets avec leur ferme. On avait passé 3 semaines à Kimberley Cove. Et c'est eux qui nous ont proposé de revenir là 2 ans plus tard maintenant pour participer à la saison de pêche. C'est vraiment des personnages atypiques, ils sont très particuliers. On était un peu choqués de certaines de leurs réactions, certaines de l'opposition, cet enthousiasme d'entrepreneur qui définit un peu les Américains. Ils sont aussi happés un peu par Fox News et pas mal de théories complotistes sur les aliens, entre autres. Ils ont des points de vue, on va dire, assez affirmés politiques. Donc tout ça, ça en fait des personnages qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer et qui pourtant sont extrêmement attachants parce que c'est deux forces de la nature, c'est 2 personnes qui sont proches de l'Alaska depuis toujours, qui ont toujours chassé, pêché, monté leurs propres projets, qui sont un peu asociaux dans le sens où ils sont incapables de vivre en ville, ils se disputent avec tout le monde. C'est pour ça qu'ils sont ici aussi loin, avoir aucun voisin, on va dire. Donc on passe des soirées avec eux à écouter leurs histoires de fantômes qu'ils auraient rencontrés. Kim, elle, dans le Queen Mary 2 qu'elle visitait une fois, elle a été happée par le fantôme du capitaine qui l'a amenée dans les méandres de ce grand paquebot.
elle aurait rencontré une dame blanche dans la salle de bain. Enfin, ils sont toujours à la limite de la folie où on se demande, et puis ils sont tellement persuadés de ce qu'ils racontent. Et à côté de ça, tellement terre à terre à d'autres moments que c'est assez déroutant. Mais voilà, on continue de vivre avec eux, c'est un vrai plaisir de les retrouver. On est là pour la pêche, donc on attend d'aller pêcher. La journée, on les aide avec la ferme. On travaille avec Darren. Il nous amène sur l'eau, on commence à voir un peu comment fonctionne le bateau, comment fonctionne le filet avec la ligne au fond de l'eau, la ligne à la surface. On apprend les nœuds, on répète quelques gestes. Voilà, il nous apprend la technique, on va dire, avant de passer à l'action. Mercredi 13 juin, 22h. Au sommet du mont Piarac, Simon est en train d'écrire. Pendant ce temps, je dévale la colline en quête d'eau pour la nuit. Je passe près du poulailler, je frappe mes bottes contre le ponton pour les décrotter, je traverse la passerelle, puis j'entre prudemment sur le dock en vérifiant que les gardiens canins m'ont bien remarqué. Ceux-là, vous ne voulez pas les surprendre. Je remonte à travers le petit bois. Simon est assis en face de notre fameuse vue. Il a un stylo dans la main et regarde attentivement son cahier. Je dépose l'eau, j'attrape soigneusement mon carnet et je m'assois à côté de lui pour graver quelques moments. On entend juste le bruit du vent et de nos stylos. Nos visages se tournent vers l'horizon comme pour chercher l'inspiration ou fouiller dans notre mémoire, puis se baissent sur les pages blanches pour les remplir. Vendredi 15 juin. Il est 13h. Je suis assis à la table en bois avec l'équipage chez les Baylor. Kim s'affole au milieu des 20 mètres carrés. C'est un lieu qui incarne l'Alaska, celle de Jack London, celle des chercheurs d'or, des trappeurs et des chiens de traîneau. 2 fusils sont accrochés au-dessus de la porte d'entrée. Sur les murs pendent des peaux de loup, de lynx, de renard et une défense de morse. D'un côté un poêle et une pile de bois bien ordonnée, de l'autre une couchette recouverte d'une couverture à carreaux. Au-dessus, des photos de chalutiers et à gauche un mur entier recouvert de la peau d'un ours Kodiak. On passe beaucoup de temps dans cette cabine humide à discuter, enfin si on peut dire discuter, avec Darren, Kimberly. En milieu, dans un 20 mètres carrés, quoi. La cabine est toute petite, il y a la chambre de Darren et Kimberly, la chambre de Jara et un grand salon cuisine qui fait pièce et tout. Il y a même les petits chiots Rottweiler qui se baladent et tout, trop mignon. Et ouais, cette cabine elle est remplie de photos de bateaux, d'animaux, de peaux d'animaux, de plein de choses. Souvent en référence ou des souvenirs des vies passées qu'ils ont eues. En particulier Darren, qui a été chasseur d'ours. On a ses DVD de chasse à l'ours quand il avait son propre show TV. Les photos des bateaux de pêche quand il était tout jeune, qu'il avait acheté son premier bateau de pêche commerciale. Kimberly, elle était guide de pêche. Donc, les deux, c'est monsieur et madame Alaska. Darren, ça fait 3 générations que sa famille est alaskaine, si je puis dire. Et Kimberly, une seule. Et voilà, les deux, ils se considèrent plus comme alaskains qu'américains. Il y a le drapeau d'ailleurs de l'Alaska sur leur maison, pas le drapeau américain. Et ils sont partis habiter sur la côte ouest de l'île Kodiak, donc là où ils sont, à Kimberly Cove Farm, comme l'a nommé Darren. Et ont monté leur ferme, donc il y a des cochons, des poulets, beaucoup de chèvres, une serre, et l'objectif est un peu d'être en autarcie, même s'ils le sont quand même pas du tout, parce qu'ils ont plein de matériel qui marche avec de l'essence, qu'ils doivent récupérer. Et ils habitent à 1 heure à peu près en bateau du premier village, donc des premiers gens qui habitent. Il y aura des constructions un peu plus proches que 1 heure, mais ça va être des cabines de chasse qui sont quasiment jamais occupées à part certaines fois. Donc vraiment, on peut marcher des heures, voire des jours. Dans certaines directions, il n'y a rien. Et ils sont vraiment coupés du monde, et c'est un choix de vie. Et 8 ans comme ça, avec Jara Havani qui est née dans cette vie, qui est la petite fille. Et on se retrouve, nous, au milieu de ça, pour la 2e fois. Donc on connaît un peu le terrain, on a déjà exploré pas mal la baie, etc. Et ils vivent évidemment avec tout ce qui les entoure, la forêt et ce qui va avec, les ours, les chèvres sauvages,
les loutres, les baleines, et ça rythme aussi un peu les journées. Et pour nous, c'est incroyable. C'est une explosion de vie sauvage tous les jours. Et on envie ce cadre de nature complètement incroyable. Dimanche 17 juin. Le vent souffle de plus en plus fort et le ciel s'assombrit. Une grosse tempête est prévue pour ce soir. Les arbres s'agitent et se plient de plus en plus sous les bourrasques. Aujourd'hui, c'est jour de repos. Nous pouvons enfin dormir un peu. L'après-midi, nous partons avec un tamis sur une plage au nord tenter notre chance à la recherche d'or. À 4 pieds sous le sable noir, il est possible de trouver les petites feuilles. Nous revenons quelques heures plus tard sans grand succès, mais avec plusieurs petits éclats au fond d'une bouteille. Il y a des décennies de ça, les hommes venaient se perdre par ici et tenter leur chance en improvisant des mines d'or. Aujourd'hui, seulement quelques natifs isolés continuent cette quête. Au dîner, Darren se lance sur son sujet favori, la politique. En 45 minutes, il épuise toutes les questions. Le pétrole, Trump, les pays musulmans, l'immigration, le Mexique, la politique d'Obama, Obamacare, la dette, les médias, la Corée, la Russie. Son entrain fait office de fond sonore pendant que je regarde la pluie s'intensifier à travers la fenêtre. Cette nuit, les bâches claquent sur notre tente. Impossible de s'endormir au cœur de ce tourbillon. Lundi 18 juin. Il y a 2 ans, jour pour jour, nous nous perdions dans les denses forêts du Yukon. Nous nous sommes arrêtés, au hasard de notre envie, dans un village traversé d'un cours d'eau pour fêter le jour de notre naissance. Nous profitons de la rivière et du soleil pour nous laver. Sur l'autorive, un homme pêche, Evans. Ce sera notre compagnon pour le reste de la nuit. Propre, nous partons fêter cette journée avec notre nouvel ami. Le choix est vite fait, il n'y a qu'un bar dans le village. Nous entrons dans cette grande pièce en bois, l'accueil est sommaire, le lieu est sombre et comme souvent dans ces lieux reculés, on nous dévisage. Près des toilettes brille un distributeur de photos érotiques des années 80. Dans la salle derrière nous trône un billard poussiéreux et à côté du comptoir tenu par une forte blonde sourcils froncés, il y a un jeu de fléchettes. Il est difficile d'expliquer à la rude barman que nous sommes nés le même jour, alors que nous présentons nos cartes d'identité pour recevoir notre fameux shot d'anniversaire. Elle s'étonne et son visage montre une lueur de sympathie l'espace d'un instant. Puis elle sert 2 énormes shooters en rétorquant sur un ton nonchalant « Happy birthday, guys !» Evans nous présente quelques villageois attablés avec des travailleurs de passage. Nous rencontrons de vieux pêcheurs, un chauffeur routier, une native éméchée, un Québécois incompréhensible, autant de visages fatigués et souvent gonflés par l'eau de feu. Des corps et des peaux ayant été tirés pendant trop longtemps sous le poids de l'éternelle gravité. Chaque personnage y va de son histoire pour impressionner les 2 étrangers. Ça hurle, ça s'agite, les bières tombent et les esprits s'échauffent. Certains parlent de manière accueillante, d'autres ont des pointes d'agressivité incompréhensibles à mes yeux. Toutes les tables sont vides, sauf celle où nous sommes installés. La soirée se finit chez Peter, un Goliath au grand cœur, qui nous invite à dormir dans les couchettes de son bus scolaire aménagé, perdu dans les bois. Le lendemain, nous nous réveillons au milieu de la forêt, engourdis par la fête et parce que le hasard peut avoir d'un rêve. Mercredi 20 juin. Darren lance le DVD de l'ancien show télévisé qu'il animait en tant que guide de chasse à l'ours. À chaque minute, un nouveau riche client, quelques tirs et un nouvel ours qui dévale une pente en ricochant contre les arbres pour tomber sur le sol, inerte. Nous regardons hallucinés. C'est atroce à voir et il s'en vante. Cet homme a eu 1000 vies et son égoïsme fascine autant qu'il me repousse. L'ambiance pourrait être chaleureuse entre les 4 murs de bois, mais l'humidité révèle une atmosphère lourde et étouffante. Une odeur de chien mouillé, de bois brûlé et de café froid règne dans la cabine. Impossible d'avancer le chantier de la serre avec ce temps. Nous sommes tous bloqués à l'intérieur. Tout le monde se concentre sur la télévision ou un livre. La chambre de Chara vient de s'ouvrir. Cette porte effrayante a double verrou, un dehors, un dedans. On s'aperçoit vite du malaise qui règne ici. Il y a 2 ans, lors de notre première visite, c'était une chambre de petite fille remplie de jouets. Aujourd'hui, les poupées ont laissé place à un chaos de papier déchiqueté. Une pièce aux couleurs de la pluie. Chara est une petite de 10 ans, ses longs cheveux blonds embroussaillés tombent sur 2 bonnes joues parsemées de taches de rousseur.
Son visage pâle et rond est percé par 2 yeux d'un bleu marin. Elle est atteinte d'un trouble de l'autorité, qui la rend parfois violente. Katmai, le chat, est le seul à pénétrer dans cette pièce sans crainte. L'isolement, les médicaments, son environnement, rien de tout ça n'a l'air d'arranger les choses. Brusquement, elle sort les yeux écarquillés et crie à sa mère « My TV is not working, why? Come here !» Kim répond sèchement « Go back to your room !» Chara refuse et reste plantée là, au seuil de sa porte. La discussion s'arrête aussi brutalement qu'elle a commencé. Dimanche 24 juin. Darren est inquiet pour les bateaux. Le vent souffle trop fort. Alors nous dévalons de nouveau la colline jusqu'au ponton. La lumière du crépuscule rase les montagnes. Dans le fond, nous observons les pics enneigés. Plus près, les sommets verts se perdent dans la brume. En bas, je vois les côtes noires et escarpées de Kodiak. Quelques derniers rayons percent les nuages. Darren, Simon et moi au milieu du tableau. Nous sillons l'eau à 40 miles par heure. La vitesse soulève la proue et me donne la sensation de voler. Nous tirons les cordes, amenons les bateaux en lieu sûr et raccrochons les nœuds. Nous ancrons le whaler sur la running light de l'autre côté de la propriété. Nous tirons la dernière corde salée, parsemée de coquillages et d'algues. Nous sommes sur la plage noire, prêts à repartir au camp. Nous sautons à l'arrière du buggy et debout, en plein vent, nous traversons la végétation luxuriante au rythme endiablé de la conduite du capitaine. Mercredi 27 juin. Le réveil était prévu à 8h, mais comme à son habitude, Darren crie nos noms 1 heure avant pour que nous nous activions. Nous embarquons à marée basse pour longer la côte jusqu'à la pointe nord, Chief Cove, toujours à la recherche d'un endroit qui conviendrait à notre opération de scène. Après 1 heure sur la mer, le vent se lève et les vagues se creusent. Darren est content d'avoir pu examiner la côte pour les prochains jours, mais les conditions météo ne nous permettent toujours pas de mettre le fil à l'eau. Notre seule récompense, cette matinée était un défilé de vie sauvage. Des baleines au loin et des otaries attroupées sur les plages qui nous regardent. Nous avons même croisé 2 jeunes biches qui nageaient devant notre bateau, prises au piège par la marée haute, sur une petite île à quelques dizaines de mètres de la côte. Des loutres en pagaille nous regardent filer sur l'eau avec leur flegme naturelle, retournée sur le dos. Sur le chemin du retour, la météo empire encore, et certaines vagues manquent de passer par-dessus bord. Tout le monde se tient à une corde, le regard fixé droit devant, sous nos capuches. Personne ne parle. Nous sommes exposés aux remous et aux vagues. Il faut se mettre à l'abri le plus vite possible. La mer est noire et les nuages de plus en plus menaçants. Nous croisons un autre bateau de pêche. Des regards s'échangent, quelques rapides signes de tête, mais aucun mot. Leur filet est vide aussi. Pas de regret, les saumons sont bel et bien absents. Un peu plus tard, une fois au campement, Darren me passe un savon car je l'ai pris en photo à son insu, et ce malgré ses consignes, alors qu'il tenait son fusil à pompe. Ses problèmes judiciaires lui interdisent le port d'armes. Il le prend pourtant avec lui dès qu'il s'éloigne du camp. Selon lui, si les autorités viennent nous faire un contrôle des licences, elles ne manqueront pas de fouiller nos appareils photo et même les carnets pour trouver quelque chose contre lui. Sa paranoïa le rend méchant. On se rend compte, toujours dans cette cabine où se cristallisent les tensions, que la situation a évolué pour eux et qu'en 2 ans, elle s'est dégradée. Et on le voit dans les relations, et donc en particulier dans cette cabine, comme on est paradoxalement au milieu des étendues sauvages et à la fois enfermés. Heureusement, on s'entraîne beaucoup à la pêche et Darren nous apprend énormément de choses. Il a l'air d'être super content en plus lui de reprendre son ancien métier. Et pour nous qui n'avons jamais pêché, on a tout à apprendre et il nous montre les postes, qu'il faut faire, pas faire, comment repérer les poissons, quelles sont les différentes stratégies. Et c'est incroyable d'avoir des cours. Pour le moment, il n'y a pas de poissons, donc plutôt du temps à la ferme avec les animaux. Donc c'est une vie... Même s'ils ont installé pas mal de commodités, c'est une vie qui est rude. Hein. C'est douche froide tous les jours. La chasse, c'est un seau d'eau. Il faut ramasser la nourriture pour les animaux. Tout faire, tout est manuel. Donc voilà, on est levé tôt et on travaille dur juste pour en fait vivre normalement. On a des moments de pause. On regarde un peu la télé.
quand le générateur est branché. Voilà. Et on se retrouve ici, et sinon, au milieu de rien, quand on va pêcher, enfin s'entraîner à pêcher parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de poissons, comme je disais, et avec le capitaine un peu fou qui nous apprend toutes ces techniques, et on est au milieu de cadres, mais tous plus fous les uns que les autres, et on campe sur des plages magnifiques avec les bateaux protégés dans une baie à côté. Enfin, vraiment, ça c'est trop bien quand on part en camp de pêche. Et aussi on prépare tout le matériel pour être prêt quand il y aura des saumons. Effectivement, Darren nous dit il nous manque une fish box, donc la boîte à poissons. On en avait déjà une, c'est une énorme boîte où on met la glace et les poissons. Et un matin, il nous dit on va aller la chercher. Donc à 7h, on part à Larsen Bay pour chercher une deuxième boîte. On fait la route tous en silence, donc c'est une longue route qui est encore une fois très belle. On voit le parc, un parc naturel avec des montagnes, des monts enneigés, enfin c'est vraiment complètement fou. Souvent on voit des jets de baleines au loin quand c'est pas assez près. Et on arrive à Larsen Bay, on descend du ponton et on arrive dans ce petit village natif avec vraiment pas riche quoi, des maisons en tôle, c'est un peu triste. Et pour l'anecdote, Darren avait échangé la première boîte à poissons contre des packs de bière. Parce qu'il n'y a pas de bar à Larsen Bay, ni de vente d'alcool, c'est interdit. Voilà, ça donne un peu l'ambiance. Et donc on prend le pick-up de Darren et on commence à rouler sur les routes sableuses de Larsen Bay, avec grande poussière derrière nous. Et on s'arrête dans plusieurs maisons comme ça, et à chaque fois Darren, vous restez là, je vais négocier et tout. Du coup on reste dans la voiture et on le regarde parler avec 2-3 natifs. Et à chaque fois il revient bredouille. Dans les petites maisons, du coup on rentre souvent dans les jardins, ou des jardins où il y a 3 voitures mais toutes défoncées, un camion, un pick-up défoncé, des quads, enfin beaucoup de trucs motorisés mais tous qui démarrent sûrement pas. Bref, on se retrouve à aller dans une sorte de décharge qui est la décharge de Icicle Seafood, c'est la société pour laquelle on va vendre nos saumons. Donc entre guillemets on pêche pour eux. Et ils ont une sorte de décharge avec pas mal de matériel qui est quand même plutôt en bon état et qui gardent comme ça au cas où. Il y a des moteurs, des filets, c'est quand même de la seconde main, mais il y a tout ça. Et du coup, Darren nous dit, voilà, on va la prendre là, la fishbox, regardez. Donc nous, on part, les 3 membres d'équipage, on commence à tracer au milieu des filets troués, les hélices de moteur, enfin, les bouts de bateau, etc. Et au bout d'un moment, on trouve cette belle boîte bleue, parfaite. Donc on la ramène. On est en train de la charger, on galère parce que c'est vraiment un gros truc, donc à l'arrière du pick-up. Et là, on voit Darren qui arrive en courant, enfin en trottinant, en mode mi-pressé, je suis pressé mais je veux pas trop le montrer. Et là, il nous dit oui, vous voyez les 3 gardes avec qui j'étais en train de discuter. Et on dit ouais, effectivement, il était en train de discuter pendant que nous on portait la boîte, on était là un peu en mode ouais, pourrait nous aider. Et il me dit en fait, on n'a pas le droit d'être là, je leur ai fait croire que je suis d'Icicle Seafood, donc de la compagnie. Et c'est du vol là en fait ce qu'on fait. Et là, il grimpe dans le pick-up, super excité et tout, et on s'arrache. Et dès qu'on n'est plus en vue des gens de la décharge, des gardes, il accélère et on fait tout pour charger la boîte sur le bateau et être parti en mer tout de suite. Et là, on se regarde avec Simon et on comprend parce que c'est pas la première fois qu'on voit Darren Byler et on sait de quoi il est capable. Et on sait que c'est parti quoi. Bjarke,